On peut reprendre la deuxième session de ce matin euh, qui s'intitule Savoir trop tôt, point d'interrogation. Alors, savoir, on a vu hier un petit peu ce que ça recouvrait, ce que ça pouvait cacher comme potentialité. Savoir tôt, est-ce qu'il faut savoir tôt en médecine? En médecine, savoir tôt, la question peut paraître saugrenue. Dans une médecine où le retard au diagnostic est une des craintes majeures des praticiens, ça peut même être une faute professionnelle parce que ça peut occasionner une perte de chance pour les malades. Et pourtant, la question peut se poser aujourd'hui dès lors qu'il n'y a pas une sanction thérapeutique immédiate après le diagnostic. Alors la question de savoir tôt ou trop tôt peut se poser en soins, elle peut se poser en recherche, elle peut se poser en dépistage, en diagnostic, devant quelqu'un qui est symptomatique. Et cette connaissance, ce savoir que l'on cherche à acquérir, qu'est-ce qu'on va en faire? On l'acquiert, les moyens sont chaque jour plus performants, plus sophistiqués, mais ça ne répond pas à la question que qu'allons-nous faire de cette connaissance? Cette connaissance, est-ce qu'elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle peut devenir, au contraire, encombrante, voire contraignante, venir parasiter l'échange entre les soignants et les soignés? Et d'un autre côté, il est clair pour tout le monde que les progrès de la médecine passent aussi par l'acquisition de nouvelles connaissances. Alors nous allons parler de ces questions avec trois intervenants, dont la première est Madame Isabelle Régnier. Elle n'a pas pu, pour les raisons que vous savez, elle n'a pas pu nous rejoindre. Elle est à Marseille. Elle est maître de conférence en psychologie sociale au laboratoire de psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille, où elle dirige l'équipe cognition et contexte social. Alors c'est une spécialiste des effets des stéréotypes négatifs sur les performances cognitives des individus dans le domaine scolaire et académique et dans le domaine de la santé. Ensuite, nous enchaînerons avec une présentation de Grégoire Moutel, qui est à côté de moi, qui est professeur de médecine légale et droit de la santé et qui est membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et Grégoire Moutel nous entretiendra du sujet suivant, les incidences sociales et sociétales du retour des résultats de la recherche aux participants. Et enfin, je passerai la parole à Didier Hannequin, qui est professeur de neurologie au CHU de Rouen, qui est responsable du centre de référence national des Alzheimer du sujet jeune et qui dirige également un essai thérapeutique chez les sujets présymptomatiques atteints d'une forme génétique de maladie d'Alzheimer, qui sera l'objet de sa présentation. Alors, Madame Régnier, si vous m'entendez, Oui. je vous passe la parole et donc je passerai vos diapositives à votre demande. Vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup et encore une fois, désolée de ne pas pouvoir être des vôtres physiquement aujourd'hui. Si je ne parle pas assez fort, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire et j'adapterai. Alors, le but de cette petite conférence aujourd'hui sur les stéréotypes, c'est d'arriver à vous faire percevoir que certains stéréotypes sociaux, donc dans nos sociétés, sont suffisamment puissants pour conduire les personnes qui en sont les cibles à produire des contre-performances, c'est-à-dire à produire des performances qui sont en dessous de leurs compétences réelles. Alors effectivement, je suis spécialiste des stéréotypes, notamment de genre, qui montrent bien que les femmes, lorsqu'elles sont testées sur les mathématiques, peuvent là aussi produire des contre-performances dans ce domaine. Et je me suis également engagée avec des collègues sur le poids des stéréotypes du vieillissement. Alors, c'est quoi le stéréotype du vieillissement? C'est considérer qu'avec le vieillissement, il y a un déclin cognitif sévère, systématique, et que ce déclin cognitif sévère s'accompagne généralement de maladies neurodégénératives comme par exemple la maladie d'Alzheimer.
Alors, vous allez me dire, oui, mais dans ces stéréotypes, il y a forcément un peu de vrai. C'est vrai qu'avec le vieillissement, il y a le vieillissement cognitif et donc un déficit cognitif. Néanmoins, ce déficit cognitif, il n'est pas forcément pathologique. Et le problème des stéréotypes, c'est qu'on a tendance à les généraliser. Et c'est cette généralisation qui va poser problème aux personnes âgées qui vont se rendre au centre mémoire pour faire un premier dépistage. Si l'on peut passer à la diapositive suivante. Alors, Claude Steele est très connu pour être justement l'initiateur de tous les travaux expérimentaux qui ont été réalisés sur la façon dont les stéréotypes peuvent conduire les individus à produire des contre-performances et donc, ironiquement, à confirmer les stéréotypes dont ils sont la cible. L'idée, c'est de dire que les stéréotypes, comme ce sont des croyances qui sont généralisées dans nos sociétés, qui sont connues de tout le monde, on peut ne pas être d'accord avec, néanmoins on connaît ces stéréotypes. On connaît les stéréotypes selon lesquels les femmes seraient moins bonnes en maths que les hommes, on connaît tout à fait les stéréotypes négatifs du vieillissement, on peut ne pas être d'accord avec, peu importe, on les connaît. À partir du moment où on les connaît, je suis une personne âgée, je connais ces stéréotypes du vieillissement, eh bien l'idée que défend Claude Steele, c'est l'idée d'une baisse de performance chez les individus dans une situation où ils peuvent craindre de confirmer à leurs propres yeux ou aux yeux d'autrui ce stéréotype négatif ciblant leur groupe d'appartenance dans un domaine d'aptitude donné. Donc déjà, on voit ici qu'il existe, on se doute, beaucoup de stéréotypes dans nos sociétés, et dès lors que ces stéréotypes ciblent quelque chose de l'ordre de la compétence, quel que soit le domaine considéré, eh bien ces stéréotypes peuvent gêner les individus qui en sont la cible. Je vous propose de voir comment cette gêne se produit dans la diapositive suivante. Une situation de menace du stéréotype, c'est une situation dans laquelle un individu va être évalué dans un domaine de compétences qui est ciblé par ce stéréotype. Ici, précisément, une personne âgée qui va être évaluée sur ses capacités mnésiques. Le test de mémoire est en effet lui-même, de par ses caractéristiques, c'est un test de mémoire, il est susceptible d'activer ce stéréotype et donc la menace pour l'individu de le confirmer. Et qu'induit cette menace de confirmer le stéréotype? Eh bien, les travaux montrent très clairement que cette menace du stéréotype induit chez la personne des pensées négatives, des émotions négatives. Elles vont également exacerber le stress lié à la situation de test, d'évaluation. Donc des pensées interférentes qui sont gênantes et qui vont amener l'individu à s'engager dans un processus de suppression de ces pensées interférentes pour essayer justement de se focaliser sur le test en question. Sauf que ces processus de suppression de ces pensées interférentes, justement, sont très coûteux en ressources attentionnelles et notamment en ressources en mémoire de travail. Et la mémoire de travail, c'est problématique si elle est occupée à faire autre chose que la tâche, puisque c'est cette partie de notre mémoire, notamment, qui nous est utile pour résoudre des tâches complexes et pour avoir de bonnes performances. Donc, si nos ressources en capacité en mémoire de travail sont occupées à gérer la peur de l'échec parce qu'il y a un stéréotype qui génère des attentes négatives sur notre performance, eh bien, tout ceci détourne notre attention de la tâche et la conséquence, c'est une diminution finalement artificielle de la performance cognitive. Et donc une confirmation finalement, en quelque sorte, du stéréotype. Autrement dit, ces travaux nous disent qu'il faut sans doute faire attention aux situations de test pour les personnes qui, de par leur appartenance groupale, sont victimes de stéréotypes négatifs. Parce que ces stéréotypes négatifs sont susceptibles de conduire les personnes qui en sont les cibles à produire des contre-performances, c'est-à-dire des performances inférieures à leur niveau réel de compétence. Alors, voyons quelques travaux sur les personnes âgées, diapositive suivante, car en effet, on le sait, dans quelques décennies, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants dans la plupart des régions du monde, ce qui pose effectivement de plus en plus la question du vieillissement et de ses effets sur les capacités cognitives. On sait que tout cela est une préoccupation grandissante pour nous tous, mais aussi grandissante pour les personnes âgées, à tel point d'ailleurs que tout cela se traduit aujourd'hui par une augmentation des demandes de dépistage, qui sont bien souvent des demandes spontanées de la part des personnes âgées.
D'ailleurs, on le sait, hein, de plus en plus, il y a des tests en ligne hein, sur Internet qui peuvent être utilisés pour faire ça et les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à les utiliser. Et donc, cette demande de dépistage va être exacerbée justement par les stéréotypes négatifs du vieillissement et la peur de développer Alzheimer. En effet, personne âgée qui, 3 fois dans la journée, se demande où elle a mis ses clés de voiture, et bien au bout de la 3e fois, elle va dire « Oh là là, pourvu que je n'ai pas Alzheimer, je vais aller vite en parler à mon médecin traitant et allons voir ce qu'on peut faire. » Donc effectivement, ces stéréotypes sont problématiques. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'ils sont de nature à venir polluer la situation de tests neuropsychologiques. Car en effet, quand une personne âgée vient pour un premier dépistage précoce, en amont, parce qu'elle a quelques inquiétudes qui sont fondées ou pas, il va y avoir une batterie de tests neuropsychologiques utilisés pour tester ses compétences mnésiques et cognitives. Eh bien, peut-être qu'il faut faire attention à la façon dont ces tests sont passés. Car en effet, la situation de test est de nature à activer le stéréotype du vieillissement, lequel, on l'a vu avec le modèle tout à l'heure, est peut-être de nature à produire une contre-performance chez la personne âgée qui pourrait, en retour, être peut-être évaluée à tort comme étant un risque pour Alzheimer. Je vous propose de voir quelques résultats expérimentaux sur ce sujet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans une première étude expérimentale que nous avons publiée en 2012, nous avions 110 personnes âgées, 110 personnes jeunes qui étaient convoquées au laboratoire pour une étude sur la mémoire. Ces personnes ont été affectées aléatoirement à 2 conditions expérimentales. Dans une condition que vous voyez sur la gauche, que l'on a appelée menace du stéréotype, on explique effectivement que la personne est là pour être testée au niveau de ses compétences mnésiques, et on rajoute une petite phrase qui est « Sachez que des jeunes et des âgés participent à cette étude ». Pas plus. On considère que cette phrase est suffisante en elle-même pour activer le stéréotype du vieillissement. Et si effectivement ce stéréotype est bien présent, eh bien les personnes vont compléter l'information dans le sens du stéréotype, à savoir, ah, si je suis une personne âgée, si je suis une personne âgée et qu'il y a aussi des jeunes qui participent à l'étude, ou là, on va peut-être comparer ma performance aux jeunes, ou là, eh ben, c'est pas bon pour moi. Je suis peut-être en difficulté. Versus, les autres participants sont affectés à une condition où on explique également la même chose, qu'ils sont là pour être évalués au niveau de leurs compétences mnésiques, qu'il y a effectivement des jeunes et des âgés qui participent à cette étude. Et la seule différence avec la condition précédente, c'est qu'on rajoute une petite phrase qui peut paraître anodine, mais qui est « au fait, sachez que sur les tests que vous allez passer, on n'observe aucune différence de performance entre jeunes et âgés ». Et on considère que cette phrase est suffisante en elle-même pour falsifier momentanément le stéréotype, en tout cas pour le rendre non pertinent dans la situation et faire en sorte que les personnes âgées vont être moins perturbées par ce stéréotype. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, merci. Regardons ce qui se passe au niveau des résultats. Premier graphique sur la gauche, test en mémoire de travail. En situation de menace du stéréotype, ce sont les 2 bâtons de droite. Que constate-t-on ? Un résultat classique. Les personnes jeunes obtiennent des performances mnésiques très supérieures et significativement supérieures à celles des personnes âgées. Donc, si on en reste là, on peut se dire, en effet, ceci traduit les différences classiquement observées entre jeunes et âgés sur les capacités mnésiques. Les personnes âgées sont moins bonnes. Eh bien, la condition sur la gauche nous montre que c'est peut-être pas tout à fait ça, puisque dès lors qu'on enlève le stéréotype de la situation, le stéréotype négatif, on le rend non pertinent, donc situation moins stressante pour les personnes âgées, que se passe-t-il ? Eh bien, performance identique à celle des jeunes, puisque le petit écart que vous voyez entre le bâton noir et le bâton blanc n'est pas statistiquement significatif. Donc ici, clairement, les personnes âgées produisent des performances d'ailleurs nettement supérieures à celles de leurs homologues dans la condition où le stéréotype était présent. Et en plus, donc, lorsqu'on enlève le stéréotype de la situation, les personnes âgées font aussi bien que les jeunes. Quant au graphique sur la droite, autre test utilisé dans cette étude qui nous a permis de regarder ce qui se passait sur les 2 composantes de la mémoire. Une composante graphique du haut
contrôlée de la mémoire et en bas une composante plus automatique. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, au niveau de la composante contrôlée, on se retrouve avec le même effet que sur la capacité en mémoire de travail relativement, à savoir que lorsque le stéréotype est bien présent dans la situation, il perturbe les performances mnésiques des personnes âgées qui font mieux dans la condition où le stéréotype est falsifié. Et en ce qui concerne la composante automatique de la mémoire, alors la composante automatique, c'est finalement lorsqu'on va donner une réponse spontanée automatique, mais qui va être erronée, c'est-à-dire qui va finalement abaisser notre performance mnésique. Eh bien, on voit que cette composante automatique, elle est renforcée par la présence du stéréotype. Donc ça, ce sont les premiers résultats. Diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Dans cette deuxième étude, des résultats assez identiques ont été obtenus sur un autre type de test qui nous a permis d'identifier les effets de cette menace du stéréotype sur l'expérience subjective du souvenir. Alors pourquoi c'était intéressant de regarder ce qui se passe sur l'expérience subjective du souvenir? Parce que c'est justement ce sentiment, cette expérience subjective du souvenir qui est bien souvent à l'origine du fait que les personnes âgées vont venir solliciter un entretien pour tester leur mémoire. Eh bien, que montre cette étude avec la même induction expérimentale que précédemment? Eh bien, le graphique que vous avez sur la gauche nous montre les résultats sur la composante encore contrôlée finalement de la mémoire, où là, la personne, elle est capable de nous dire avec certitude, oui, je me souviens du mot qu'il y avait dans la liste que j'ai appris, je me souviens et d'ailleurs, je suis capable de me rappeler des indices précis en lien avec mon souvenir. Eh bien, on voit que cette capacité spécifique de la mémoire est amoindrie dans la condition où il y a menace du stéréotype, comparativement où le stéréotype a été falsifié. Quant à le graphique sur la droite, il montre que la situation de menace du stéréotype augmente le sentiment de familiarité, c'est-à-dire que là, typiquement, on est avec des personnes qui ont du mal à dire « Ah, je me souviens avec certitude », et c'est plutôt un sentiment global de familiarité. J'ai l'impression que, mais je ne suis pas complètement sûre, et en tout cas, je suis incapable de me rappeler d'indices spécifiques dans le contexte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, tous ces premiers résultats nous ont conduit à envisager un projet de plus grande ampleur pour aller regarder spécifiquement le rôle de cette menace du stéréotype lors du repérage précoce de la maladie d'Alzheimer en situation clinique, puisque les deux expériences que je vous ai montrées ont été conduites en laboratoire. Maintenant, qu'en est-il véritablement en situation naturelle en clinique? Eh bien, nous pensons que justement, ces résultats préliminaires nous laissent envisager que le stéréotype est de nature à biaiser, là encore, les performances cognitives des personnes âgées lorsqu'elles sont évaluées via les tests neuropsychologiques standardisés utilisés pour repérer justement le déficit cognitif léger qui est considéré comme l'état prodromal de la maladie d'Alzheimer. Or, ça peut être embêtant si le stéréotype s'infiltre dans la situation, puisque du coup, il peut amener la personne âgée à produire une contre-performance et peut-être donc à être identifiée à tort comme étant MCI. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Et justement, là encore, des résultats préliminaires que nous sommes en train de publier ont été réalisés avec deux des tests qui sont très connus et qui sont classiquement utilisés pour ce dépistage précoce donc, de l'état MCI. Nous avons utilisé les mêmes inductions expérimentales que précédemment pour induire la menace du stéréotype et pour la réduire. Nous voyons que sur les deux tests, il y a une augmentation significative du pourcentage de participants qui atteignent le score à partir duquel on considère qu'ils sont à risque pour Alzheimer. On est à 50% sur le test de la MoCA, on est à 30% sur le MMSE. Et vous voyez qu'en situation de menace réduite, ces pourcentages sont en effet nettement inférieurs. Donc, je vous invite à discuter autour de cela. Évidemment, ces travaux sur la menace du stéréotype ne sont pas là pour conclure que toutes les performances des personnes âgées traduisent l'effet du stéréotype. Bien évidemment, une performance traduit aussi la réalité parfois de la maladie qui est là et qui s'installe et qui va progresser. Néanmoins,
il faut certainement être prudent dans les situations d'évaluation lors de ce repérage précoce de la maladie d'Alzheimer, car n'oublions pas que les travaux aujourd'hui nous disent que parmi les individus qui ont été identifiés MCI, eh bien, 53% peuvent revenir à la normale. Jusqu'à 53% des personnes identifiées MCI, donc l'état prodromal de Alzheimer, peuvent revenir à la normale, ce qui suggère des faux positifs. Et ce que nous pensons, c'est que ces stéréotypes négatifs du vieillissement peuvent être une des raisons de ces faux positifs. Et il y a des méthodes tout à fait faciles à appliquer pendant la situation de test pour désamorcer l'effet négatif de ces stéréotypes et faire en sorte finalement peut-être de contribuer à une meilleure exactitude du diagnostic, en tout cas dès lors bien sûr qu'il est effectué très tôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette intervention. Ces travaux passionnants qui mettent vraiment en perspective pour les neurologues les enjeux du diagnostic. Alors, je vous demande de rester en ligne et nous allons enchaîner tout de suite et puis nous garderons les questions pour la fin et je ne doute pas qu'il y aura des questions qui seront posées sur votre intervention. Je passe donc la parole à Grégoire Moutel pour 10 à 15 minutes. Merci. En préalable, je voulais remercier donc les organisateurs, comme tout le monde le fait, mais avec quand même un sentiment particulier pour la communauté hospitalière et universitaire caennaise qui m'accueille désormais en son sein. Voilà, je voulais profiter de ce moment pour le dire un peu solennellement. Et puis pour dire que voilà, je suis très heureux de m'associer à la grande aventure initiée par Jean-Marc Ballette, toutes ses équipes, et également d'être en lien avec Emmanuel Hirsch, qui m'accompagne aussi depuis un certain nombre d'années. Alors pour aborder le sujet d'aujourd'hui, je voulais en préambule vous donner deux petits points de repère qu'on n'a pas évoqués depuis le début, mais qui étaient en filigrane des propos, qui étaient les termes. Le terme droit de savoir, droit de ne pas savoir. Et je fais partie de ceux qui pensent que cette référence déjà un peu ancienne de la littérature est un peu dépassée, au motif où tous ceux qui ont écrit sur droit de savoir et de ne pas savoir étaient souvent des praticiens eux-mêmes convaincus qu'ils pensaient détenir la réelle volonté ou un regard sur la volonté de leurs patients. Et dès qu'on corrobore ces volontés aux volontés des patients, ce qui est une de mes approches phares dans les travaux qu'on pilote en recherche, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les patients ont complètement changé de paradigme et que ce fameux droit de ne pas savoir est devenu éminemment minoritaire. Et que la plupart des études publiées ces 10 dernières années vous montrent qu'on est sur, on va dire, un petit 5 ou 10% des gens qui veulent exprimer ce droit de ne pas savoir. Donc déjà, ayons à l'esprit que le droit de savoir est plutôt quelque chose qui se répand. Je ne suis ni sociologue ni philosophe pour l'analyser suffisamment subtilement, mais ayons-le à l'esprit. Le deuxième point à avoir à l'esprit, c'est que dans le domaine de la génétique, on a eu tout un saut d'éléments que je qualifierais de très normatifs, qui ont consisté à dire on ne fera pas les tests avant 18 ans, on ne fera pas les tests avant tel âge. Et ce type de débat, quand on les analyse également dans leurs substrats fondamentaux, n'ont pas forcément été, je qualifierais cela de démocratiquement débattus. Là aussi, souvent dans des microsphères scientifiques, dans des microcosmes, et peut-être là aussi pas assez partagés avec les citoyens pour se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que dans le syndrome de Sreli-Fraumeni, il serait légitime, qui est une maladie génétique qui donne des tumeurs multifocales, il serait légitime de dire qu'on dépisterait ces patients qu'à l'âge de 18 ans, pourquoi pas à 15 ans, pourquoi pas à 16 ans. Finalement, la question étant qui décide. Donc cette question de qui décide est, de mon point de vue, une vraie question aujourd'hui. Alors, des déterminants biologiques. Les déterminants biologiques, moi j'ai une casquette initiale de médecin interniste basique. Je pense qu'il ne faut pas forcément revenir à des choses très compliquées pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est eux qui font basculer la destinée d'un individu. Et ce bascule de destinée de l'individu, finalement, c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est à quel moment était légitime de le proposer, qui décide de cette légitimité à proposer et comment va-t-on accompagner eh bien, cette mutation de la vie de l'individu
qui par moment, il faut quand même le rappeler, n'a fondamentalement, initialement, rien demandé ou rien sollicité, sauf dans des cas cliniques qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, là, je vous donne une icône qui est classique de nos références dans le champ de l'éthique appliquée, mais que j'aime bien quand même rappeler, y compris pour les plus jeunes qui sont dans la salle, c'est-à-dire que cette notion de normalité, de bascule de sa destinée, qui est à même d'en décider, d'en déterminer, on va dire, la temporalité, mais aussi d'en envisager les conséquences sociétales, c'est-à-dire pour ma propre vie, pour mes propres repères, pour ma simple construction, on va dire, de mon quotidien. Cet exemple qui est assez trivial vient de l'expérience que j'ai vécue, moi, quand j'étais jeune chef de clinique, sur la question de la normalité biologique qui fait basculer objectivement le statut d'un individu. On nous avait tous appris que le diabète, c'était 1,4 g, et du jour au lendemain, les nouvelles règles internationales nous changent la norme. Et vous avez quelques beaux éditos de la littérature médicale qui vous dit du jour au lendemain, des gens sont passés du normal au pathologique. Mais du jour au lendemain, ces individus n'ont pas fait que passer du normal au pathologique dans le cabinet ou dans le colloque singulier avec leurs patients. S'en est suivi des convocations dans des systèmes de prévention, des modifications de systèmes assurantiels de protection sociale, des histoires familiales où les gens se posaient la question s'il y avait des questions de transmissibilité génétique dans certaines formes de diabète. Donc, tout un bouleversement induit qui est bien le débat que vous évoquez, que nous évoquons depuis hier. Autre approche, éclairage que je voudrais vous apporter, c'est finalement ce que je vous disais en préambule, quelles sont aujourd'hui les vraies attentes des patients. On en parle beaucoup et je pense que c'est important de les étudier. Et beaucoup d'équipes, et en tout cas les groupes de recherche avec lesquels je participe, étudient ces attentes des patients. Et aujourd'hui, il y a des choses assez classiques. Christine Dosquet en a parlé tout à l'heure, le respect du secret, la protection de la vie privée. Je pense que ça, c'est des choses, bien sûr, fondamentales, qu'on ne va pas remettre en débat, mais qui ne devraient pas masquer les autres éléments. Les autres éléments sont effectivement cette question du droit à être informé et être informé mieux que l'on ne l'est aujourd'hui. Christine vous a fortement expliqué toute l'historique de l'éthique de la recherche, mais on pourrait se dire qu'aujourd'hui, l'éthique de la recherche, elle vacille et que les textes de loi qui nous régissent aujourd'hui sont peut-être un peu en retard avec l'évolution sociétale, parce que certes, l'information et le consentement en amont de la recherche sont des socles fondamentaux qu'on ne va pas discuter là ni remettre en cause, mais on sait très bien que dès lors qu'on arrive dans les sujets qui sont les nôtres, dans les cohortes, dans les études de génétique, dans des programmes qui investissent la vie des personnes sur 15 ans ou 20 ans, l'enjeu n'est pas l'information initiale, mais bien l'information en continu et le retour d'informations dont on discute depuis hier autour de cette salle. Donc, les patients, ils l'expriment très clairement, que ce soit les patients qu'on a pu rencontrer dans les grandes cohortes du VIH à la NRS, ça a été les premiers et les pionniers à dire désormais les scientifiques détiennent des données qui concernent notre devenir, en particulier dans le domaine de la pharmacogénétique. Il n'est pas normal qu'on ne soit pas récipiendaire de ces données, parce que si on n'est pas récipiendaire, par exemple, on ne pourra pas militer sur l'accès au traitement plus rapide. Élément important. Et puis, dans les destinées des individus, derrière l'approche de pharmacogénétique dans le VIH, il y avait une notion très importante. Derrière cette donnée issue de la recherche, on saura si on est bon ou mauvais répondeur au traitement, et par définition, on saura quel est notre pronostic de vie, notre devenir de vie, et de quel droit on ne nous informerait pas, puisque derrière, toute l'organisation affective et matérielle qui est la nôtre va en dépendre. Donc vous voyez que ces données, elles sont vraiment tangibles. Et vous la retrouvez, cette donnée, dans un travail qu'on a eu la chance de coordonner sur la neuroleucodystrophie, où, dans le cadre d'un projet européen, beaucoup de collègues se disaient, finalement, on va collecter des datas pour mieux connaître l'histoire naturelle de la maladie, qui est le premier pas, on va dire, de la connaissance, avant d'arriver sur les biomarqueurs et avant d'arriver vers le progrès thérapeutique. L'histoire était simplement déjà mieux connaître les différentes formes et l'histoire naturelle de la maladie. Et là aussi, au bout de 2-3 années de cette cohorte, les patients se sont dit, mais finalement, cet objectif très simple de connaître l'histoire naturelle de notre maladie, ils se sont dit, mais c'est l'histoire naturelle, non pas de la maladie, mais de ma maladie, de ma vie. Et ça a été dit hier, je crois que derrière ma vie, il y a aussi la vie de ma famille. Donc finalement, ce mouvement, cette grande tendance, se retrouve aussi dans ce domaine qui est celui de la pédiatrie. Et derrière la question de la pédiatrie, toute cette famille qui est embarquée, on les a interrogés, on leur a demandé finalement, c'est quoi l'attente des résultats pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on l'a un peu évoqué.
On a dit les gens vont mieux quand ils savent, et on s'est posé la question, mais on n'a rien à leur proposer en termes de thérapeutique. J'ai bien aimé la réponse qui a été faite parce que c'est typiquement les résultats qu'on a vus. Regardez, dans les résultats, les gens ne disent pas qu'ils attendent quelque chose en termes de thérapeutique au sens médicamenteux du terme. Les mots qu'ils évoquent tous, c'est comprendre, m'adapter, m'organiser. M'organiser, je voudrais aller aussi dans des sujets très prospectifs, quitte à être un petit peu déstabilisateurs. Ça va jusqu'à des gens qui vous disent, mais moi, dans une maladie neurologique, je veux savoir comment je vais concevoir mes enfants et savoir si je vais avoir, par exemple, recours au diagnostic préimplantatoire. Je me dis, mais c'est quoi ce garçon qui vient, alors qu'on a un thème de maladie d'Alzheimer, me parler de diagnostic préimplantatoire. Aujourd'hui, dans certains de ces PDPN, qui est les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénataux en France, il y a des couples, des jeunes couples, repérés pour des maladies neurodégénératives, dont certaines maintenant de type Alzheimer, qui viennent déjà se poser la question de leur projet parental futur et de savoir s'ils veulent procréer avec un embryon qui serait éventuellement exempt d'une anomalie. Donc on voit aussi que derrière ce qui est le paradigme de la maladie d'Alzheimer qu'on évoque depuis un certain nombre d'années, eh bien c'est tout un chaînage qui remet en question et en interrogation d'autres pans entiers de la médecine. Et à titre personnel, je pense que toute cette réflexion sur les diagnostics ou dépistage précoce, je pense que le débat mériterait d'être posé, proposé à une classe d'âge de la population, va forcément rejaillir sur l'ensemble de la population, y compris sur les plus jeunes, y compris sur des couples en projet parental. Ensuite, vous voyez, être militant et acteur dans les choix en termes de promotion, de recherche et de l'accès au traitement. Belle revendication de participants à des cohortes qui disent, mais nous, on veut bien donner une partie de notre temps, donner une partie de nos informations, donner une partie de nos éléments et produits du corps humain, mais finalement, on veut aussi être acteur des orientations de cette recherche pour savoir si tout ça est à peu près cohérent. Que voudrait dire un pays qui développerait une recherche purement fondamentale sans se poser la question de l'accompagnement des plus vulnérables et des prises en charge psychologiques, sociologiques, qui peuvent être aussi des thèmes de recherche. Et on voit sortir des mots tels que, si on est informé de notre statut, on pourrait être vigilant sur des phénomènes d'exclusion, de questions assurantielles, donc finalement de citoyenneté qui sont très très fortes. Et je pense qu'au-delà de la connaissance finalement de son marqueur biologique, beaucoup d'individus veulent revendiquer un sentiment d'appartenance à une communauté de destin, d'un groupe de gens qui se sentiront peut-être fragilisés ou fragilisables, mais dont ils se disent, et ça fait écho aux capacités d'hier, si on sait, on pourra se construire soi-même, mais on pourra aussi se construire en groupe, en collectif, et revendiquer des questions qui seront du coup beaucoup plus politiques et beaucoup plus démocratiques. Et j'en veux pour preuve donc, les résultats de cette étude que nous avons publiée, où quand vous voyez les attentes réelles des participants à la recherche, eh bien, ça recoupe des idées que j'essaye de vous faire passer, qui sont globalement, dans l'esprit de ce que je vous disais, une très très forte attente du retour des résultats. Moi, j'ai été particulièrement surpris quand on a dépouillé ces résultats de s'apercevoir que voilà, les résultats de l'accès à la recherche, on était sur des demandes qui avoisinaient le 80-90%. Alors, si on prend un peu de recul, je pense que ça n'a rien d'étonnant, puisqu'on a une médecine qui revendique de plus en plus un discours d'être individualisé et personnalisé. Alors, avec beaucoup de bon sens, il est assez logique que le public qui entend « on va me faire une médecine individuelle et personnalisée », dit « mais moi, du coup, je veux savoir quels sont les éléments de cette individualisation, de cette personnalisation, donc dites-moi. Dites-moi, quitte à effectivement, ça a été dit ce matin, que ce soit difficile, mais au moins, et ça a été dit tout à l'heure, qu'on n'évoque pas la perte de chance. Mais derrière la perte de chance, j'y rajoute par rapport à ce que je dis tout à l'heure, les gens disent aussi c'est la perte de ma liberté. Cette perte de liberté qui, aujourd'hui, est au cœur, à mon avis, du vrai débat sur les maladies neurodégénératives. Alors, concrètement, et Christine Dosquet l'a dit tout à l'heure, il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent ardemment à la question de l'information en continu, avec le petit débat qui a été posé sur résultats globaux, résultats individuels. Il est souvent posé, en fait, la réalité, c'est que si les patients ont le résultat global des recherches, ça serait déjà un énorme progrès. Ça leur permet de se retourner ensuite vers leurs cliniciens et de leur dire, écoutez, moi, dans ces résultats globaux, où est-ce que je suis, moi, à titre individuel, quitte à refaire des tests et à refaire des démarches, mais ça donne déjà un premier éclairage. Sur le retour de résultats individuels, il y a plus de débats sur la faisabilité technique et sur la validité.
Et je voudrais conclure là-dessus. C'est un travail qui a beaucoup animé le comité d'éthique de l'INSERM auquel on participe. Et je fais juste un petit mot pédagogique pour dire qu'entre le comité que préside Christine et le comité d'éthique de l'INSERM, c'est deux institutions différentes. Sur le programme, il y a eu un petit gap. Le comité d'éthique de l'INSERM, dont j'ai la chance de faire partie, est un comité qui traite de sujets larges, comme le retour des résultats de la recherche sur l'embryon, les différences hommes-femmes dans la recherche, les recherches nord-sud, donc des problématiques assez générales. Une de ces problématiques traite effectivement du retour des résultats, et je voudrais essayer de vous montrer d'abord que c'est un sujet d'actualité, parce que dans un dernier Science du mois de mai, vous avez l'histoire de cette dame qui, à la lecture d'un article scientifique, s'identifie et voit que son destin bascule, et qui se dit « j'aurais bien aimé que les chercheurs ou les cliniciens m'en informent avant » ou voilà, prennent un minimum de précautions avec ce que j'apprends par voie de presse. Et donc, quand on a interrogé beaucoup de professionnels et la littérature, on s'est dit il y a deux paradigmes historiques dans les liens entre données de recherche et participants à la recherche. Il y a eu tout un historique qu'il faut exposer sans mauvaise passion, mais qu'il faut un peu dénoncer, c'est qu'il y a eu la période de ne rien dire ou ne rien faire. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, dans tous les laboratoires de recherche, on soit très au clair sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de laboratoires de recherche qui détiennent des données majeures pour le devenir de leurs patients, ou du moins des participants, et qui ne sont pas encore très clairs sur le process de retour des résultats. Et puis vous avez, à l'opposé, et très répandu dans un discours sur l'autonomisation du sujet, donnons tout à l'individu. Donnons tout à l'individu, donnons-lui tous les résultats, quelque part en vrac, et puis il se débrouillera bien avec ça. Pour moi, c'est une forme de déresponsabilisation, parce que ça omet le discours pédagogique, un tri sélectif intelligent. Et quand je dis tri sélectif intelligent, ce n'est pas dans une finalité paternaliste qui consiste à dire je sais ce qui est bon pour l'autre, mais objectivement, le médecin et le scientifique peuvent percevoir intelligemment ce qui est utile et inutile à la personne. Donc on en était là au comité d'éthique de l'INSERM, mais finalement on s'est dit on va recommander quoi, puisqu'on nous demande de recommander, ce qui est toujours très dangereux. Plutôt que de recommander, on a dit on va vous donner les hypothèses et puis vous réfléchirez aux hypothèses. La première hypothèse, c'était être prévenu systématiquement de toute anomalie. Donc dès lors qu'on découvre quelque chose, on le donne à la personne. Ensuite, être prévenu en cas d'information qui pourrait être pertinente, c'est quelque chose qui tourne autour de la régulation, de la pertinence scientifique d'une donnée. Et puis, ne jamais être prévenu. Autant vous dire que cette dernière hypothèse, on l'a rapidement mise de côté. Et vous voyez bien qu'on arrive plutôt sur l'hypothèse médiane, être prévenu en cas d'information qui pourrait être pertinente. Mais alors, qui décide de la pertinence de cette donnée médicale? À quel moment, dans le chaînon de la recherche, on se dit finalement cette donnée peut avoir une pertinence pour la personne? Alors, on a commencé sur un mode très académique en disant l'investigateur principal, celui qui sait, le sachant, l'expert. Après, on a dit mais ce serait bien quand même qu'il y ait un petit comité de pilotage pour que dedans, on mette un neuropsy avec un fondamentaliste, et puis qu'on mette peut-être, allez, pourquoi pas, quelqu'un qui soit un clinicien qui voit les patients tous les jours, et puis pourquoi pas un médecin traitant. Donc, on a commencé à vaciller sur la notion d'expertise. Et puis, finalement, ce qui a été rajouté, et c'est en cours de rajout, qui est quel regard, quel avis, quelle expertise des participants eux-mêmes. On s'est aperçu que dans ce débat sur retour de résultats, on ne voit pas très bien pourquoi on ne ferait pas quelque chose de collégial, dès lors qu'il y a des résultats dits sensibles venant de la recherche, mettant les scientifiques, les cliniciens, les médecins traitants, les travailleurs sociaux, enfin on peut, sans aller trop dans la liste à l'après-vert, et les associations de patients autour d'une table en disant mais finalement, que pensez-vous de ces données? C'est-à-dire cette fameuse discussion démocratique sur le retour de résultats peut se construire. Mais pour qu'elle se construise, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Christine Dosquet, il faut quand même que dans le design là-dessus on se retrouve souvent avec Christine, dans le design des projets de recherche, il faut vraiment que le design éthique soit pensé, et pas qu'il soit pensé sous le simple mode de l'information et du consentement écrit et signé. C'est tellement pauvre et tellement loin des sujets qu'on veut aborder aujourd'hui, que la procédure, c'est bien un process, c'est bien de l'imagination, et n'attendons pas que la loi nous le dise ou ne nous le dise pas, puisqu'on sait que de toute façon, la réponse ne sera pas là. Donc, c'est organisé, et puis c'est informer et former aux participants de la recherche. Alors, je retitillerai un peu les collègues de tout à l'heure, quand on a dit « Ah, mais ces gens qui sont témoins, est-ce qu'ils sont réellement bien informés du retour des résultats qui peuvent arriver alors qu'ils sont témoins ?» Parce que de temps en temps, je suis un peu comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont groupe témoins sont insuffisamment informés sur le fait qu'il peut y avoir des incidentalomes, des retours de résultats inattendus, et que ça devrait faire partie de l'amélioration de l'information qui leur est due. Voilà. Et que du coup, on serait peut-être moins gêné par la suite
pour retourner vers eux et leur dire les choses. Et puis même dans les patients qui ne sont pas groupe témoin, on sait qu'aujourd'hui, il y a très peu de process d'information qui stipulent simplement, à la fin de la recherche, vous pourrez avoir accès sur celle site internet en contactant telle structure, en vous mettant en rapport avec votre association de patients, on peut être inventif, vous pourrez accéder aux résultats. Quand on analyse, on s'aperçoit que, alors ça va progresser dans les années à venir, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va accompagner ce mouvement-là, mais qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore totalement et qu'il y a encore beaucoup de progrès. Et beaucoup de progrès parce que on ne parle jamais d'argent et d'organisation quand on fait de l'éthique. On a l'impression qu'on est dans un pays où ça fait sale. Ça a un coût. Ça a un coût pour la collectivité. Organiser la liberté, organiser le choix. Je ne sais pas si Emmanuel Hirsch me retrouvera là-dessus, mais le paradigme de la loi de l'autonomie du 4 mars 2002, on est un peu d'accord pour dire que quelque part, ça peut être un paradigme très loin de la réalité de ce que les gens peuvent exercer. Pourquoi? Parce que des gens ne sont pas autonomes. Donc ça veut dire qu'il faut investir sur l'éducation, qu'il faut investir sur les savoirs. Les gens ne seront réellement jamais autonomes, donc il faut aussi les accompagner. Et puis, dans les services cliniques, quand on dit faire du retour de résultats, dans les services de recherche, qui va gérer? Est-ce qu'il y a un temps de secrétariat? Est-ce qu'il y a un process informatique? Est-ce qu'il y a des designers de plaquettes et de brochures? Je pense que c'est des questions qui peut-être touchent de très loin à l'éthique, mais qu'il faut poser aussi. C'est-à-dire qu'une éthique qui n'est pas opérationnelle dans des moyens mis à disposition du public, à mon avis, est une éthique qui manque la cible. Et depuis hier, on n'arrête pas de dire qu'il y a une dissociation entre les élites dans ce pays et les plus vulnérables et que ça peut poser des problèmes politiques. Je pense que ça fait partie aussi de ce débat, de ce qu'on investit pour réellement toucher ceux dont on a la responsabilité. Je finis, parce que c'est la dernière diapo, donc ça tombe bien, pour vous dire que je ne suis pas un fan de Star Wars pour Star Wars et ce que ça représente dans le monde mercantile qui est le nôtre, mais j'aime bien l'histoire des deux soleils. L'histoire des deux soleils, c'est le clinicien, le chercheur cherche quelque chose, mais le patient attend peut-être autre chose. Et puis même ce clinicien et ce chercheur qui cherche quelque chose, un jour, il va trouver cette autre chose. Donc, l'idée selon laquelle, j'y reviens, et c'est le message que je voulais vous faire passer peut-être un peu lourdement, je m'en excuse, l'information initiale aurait suffi, et depuis l'autre jour, depuis hier, on parle d'incertitude. L'idée selon laquelle on ne serait pas en pleine incertitude, eh bien on est d'accord pour dire qu'on y est, eh bien, puisqu'on est en pleine incertitude, puisqu'on ne sait pas quel soleil on vise, eh bien rediscutons en permanence avec les gens, faisons, j'allais dire, une boucle vertueuse qui consiste à dire que dès que j'ai un élément intercurrent qui arrive, j'en rediscute, je le remets sur la table, et le doute étant une vertu, je suis heureux de la partager avec vous. Merci pour ce bel exposé. On va tout de suite passer à la dernière présentation de la matinée. C'est Didier Hannequin qui va nous parler de l'essai thérapeutique chez les sujets présymptomatiques. Merci pour l'invitation. Merci aussi à Grégoire parce qu'il a évoqué un certain nombre de sujets. Donc, je vais essayer surtout de transmettre un témoignage, mon témoignage d'avoir rencontré un certain nombre de personnes ces dernières années sur un sujet qui est un essai thérapeutique précoce, essentiellement préventif chez les personnes à haut risque génétique, et de vous montrer comment l'éruption d'une proposition d'essai thérapeutique change les réactions, les personnes dans leur conception de leur parcours. Et je vais essayer de vous montrer comment, je sais que l'anticipation a été évoquée hier, en fait, ça va être une sorte d'illustration des notions qui ont été abordées. C'est laquelle ? Donc, en fait, je vous parle d'une question, pour situer le débat. Ce sont des familles qui sont lourdement touchées par une maladie d'Alzheimer autosomique dominante qui touche des sujets jeunes. Dans l'exemple que vous voyez, c'est cette femme qui a un diagnostic de maladie d'Alzheimer qui a débuté à 48 ans et elle a hérité ça de son père, lequel avait hérité de sa mère. Et les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que nous donnons comme information à ces deux filles âgées actuellement de 37 et 35 ans, éventuellement à sa sœur, et qu'est-ce que... Parmi ces informations, il y a cette notion d'un engagement possible dans un essai thérapeutique. Et pourquoi? Première notion, les informations. Les informations, c'est extrêmement important
parce que les informations, elles sont récentes, et cette notion d'actualisation en permanence de ce que l'on sait d'une maladie est absolument essentielle. Et ce que je vais vous dire là, ce sont des choses qu'on est amené à dire à ces personnes et qui sont tout à fait claires. C'est que dans ces familles-là, la pénétrance est complète, c'est-à-dire que le fait d'être porteur de l'anomalie génétique, on est absolument certain. Là, je suis désolé, il n'y a aucun doute. Cette personne sera malade. L'âge de début est prédictible, c'est-à-dire qu'il est homogène dans une famille comme celle que j'ai montrée, que les lésions cérébrales, Vincent Fausto a évoqué cela tout à l'heure, elles sont longtemps avant les signes, je vais vous le montrer, et qu'on est capable maintenant, on a les connaissances, on a la technique qu'on n'avait pas il y a 5 ans, de les objectiver, et cette chronologie est connue. Autrement dit, il est bien clair que dans ce domaine, la science a les moyens de savoir ce qu'il en est dans le cerveau même des personnes qui vous posent des questions sur leur devenir. Et je vais vous montrer que c'est pratiquement 20 ans d'avance, en quelque sorte. Donc ces imageries, elles ont été évoquées tout à l'heure, mais quand ça a été évoqué, il n'y avait pas de borne, il n'y avait pas d'âge. Et là, dans ce domaine très particulier, c'est que le 0 est connu. Le 0, c'est le premier signe chez le parent qui a été malade. Donc le 0, tout à l'heure, c'était 48 ans. Et ce que je vous montre ici, c'est, vous avez en haut l'imagerie amyloïde, à partir de moins 15 ans, c'est déjà, le cerveau est plein d'amyloïdes. Et ensuite, l'imagerie métabolique, elle ne bouge qu'à moins 10 ans, et ensuite à moins 5 ans. La même chose dans le liquide céphalorachidien, je sais qu'on est en retard, donc je passe sur tout ça. Le point important, c'est que ces informations-là, elles ont été obtenues comment? Elles ont été obtenues parce que des personnes jeunes, voire très jeunes, se sont engagées, et c'est essentiellement aux États-Unis, pour contribuer à la recherche de manière extrêmement proactive, en ne voulant pas savoir s'ils étaient porteurs ou non porteurs, ce point est tout à fait important. Ils ne souhaitaient pas savoir leur statut génétique, mais ils souhaitaient s'engager dans la recherche parce que leur famille était lourdement touchée. Ainsi, il a pu être facile, en quelque sorte, de confronter porteurs et non porteurs, et c'est les images que je viens de vous montrer. Elles sont simplement le résultat de gens qui étaient 20 ans, 25 ans ou 10 ans avant l'âge prédit de la maladie dans leur famille. Certains étaient porteurs et ils avaient donc ces lésions, et d'autres pas. À l'issue de toutes ces connaissances, les collègues de l'Université Saint-Louis aux États-Unis ont obtenu donc des crédits majeurs pour mettre au point un essai thérapeutique en se disant il est tout à fait clair que maintenant nous avons des molécules qui peuvent cibler les lésions. Nous avons une population qui est celle-ci, que nous savons avec un risque majeur, et nous allons proposer cet essai thérapeutique précoce. Cet essai concerne donc des personnes à partir de moins 15 ans avant l'âge de début. Donc tout à l'heure, si vous reprenez l'exemple de 48 moins 15, ça fait 33 ans. Donc de 33 et au-delà, ces personnes sont éligibles. Donc vous voyez la problématique, ces gens vont bien, ces gens sont très informés qu'ils ont peut-être ces lésions dans le cerveau et qu'il y a cette possibilité d'un essai thérapeutique qui n'est qu'un essai. Je voudrais que vous concentriez 2 secondes sur la notion que, bien sûr, tous les gens qui vont s'avérer non porteurs parce qu'ils n'ont pas voulu connaître leur statut génétique, à un moment de la chaîne, sur des prélèvements anonymisés, bien sûr, il va y avoir une étude génétique et certains seront donc porteurs et donc non porteurs. Les non porteurs seront obligatoirement sous placebo car il est hors de question de faire subir un moindre risque à des gens qui ne développeront pas, qui ne pourront pas développer la maladie. Et les porteurs, eux, seront, les 3/4 d'entre eux seront sous le traitement actif, mais 1/4 d'entre eux seront sous placebo pour répondre à la question de l'essai. Un essai, ça marche ou ça ne marche pas quand on confronte ceux qui ont le traitement et ceux qui ne l'ont pas. Je ne vous fais pas le design de l'étude pour vous dire que c'est une étude qui est actuellement menée sur 4 ans après l'inclusion
et qu'il y a différentes molécules, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos est de vous montrer, enfin de témoigner en quelque sorte de ce que j'ai recueilli dans les contacts avec une quarantaine de personnes entre 2013 et 2014 à plusieurs reprises, des fratries, avant et après le conseil génétique pour ceux qui sont engagés. Mais il faut dire aussi que dans 75% des cas, je connaissais très bien ces familles depuis très longtemps et pour certaines d'entre elles depuis plus de 20 ans. Donc j'avais une connaissance vraiment de la famille, ce qui est peut-être une particularité de mon propos. Sur ces personnes, 14 se sont engagées dans ce protocole et je peux dire que 60% uniquement connaissent leur statut génétique, autrement dit, savent qu'elles sont porteuses ou porteurs. Les inclusions sont terminées, on est à 1 an et demi du protocole. Donc ce que je voudrais, c'est simplement illustrer ce qui s'est dit et ce qui se passe, les enjeux. Donc vous voyez, on donne une information extrêmement précise avec les données actuelles et une des réactions, c'est « je ne voulais pas savoir auparavant mon statut génétique, maintenant je veux savoir, et je veux le savoir pourquoi ? Pour une raison étrange, en quelque sorte, c'est que si jamais je n'étais pas porteur, il est hors de question que je passe 4 années de ma vie à avoir des examens aussi complexes. Et alors là, je vous demande de bien réfléchir, et je vous le dis, ça, très clair, ça nous a permis d'emblée de dire il ne faut absolument pas que les gens se lancent dans la vouloir savoir s'ils sont porteurs ou non d'anomalies génétiques uniquement sur la base d'un essai thérapeutique. Parce que un essai thérapeutique, ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas commencer pour la personne qui fait, par exemple, qui ne supporte pas la première IRM, qui va faire une complication éventuelle, qui ne va pas supporter une ponction lombaire. Autrement dit, il ne faut en aucun cas qu'une personne change son opinion quant à savoir son statut génétique uniquement sur la notion d'un essai possible. Une autre conséquence de l'information au niveau où nous la donnons, c'est que les gens réalisent, en fonction de leur âge, que s'ils sont à 2-3 ans de l'âge fatidique, ils le savaient déjà, mais maintenant on appuie dessus, en quelque sorte, les lésions sont là depuis longtemps et on leur propose un essai thérapeutique, mais leur conviction est que, globalement, c'est mal engagé et l'espoir pour eux, supplémentaire, c'est de contribuer à faire avancer la connaissance en sachant que pour eux, la probabilité que cela fonctionne est plus faible. Et puis, il y a les très jeunes, ceux qui sont en dehors de l'âge requis, les très très jeunes, je veux dire autour de 20-25 ans. La première pensée est de dire « j'ai le temps pour un tel protocole », mais aussitôt ils ont compris toutes les informations qu'on leur donne. Un protocole, qui était un espoir en quelque sorte, ça suppose des conditions drastiques, en particulier l'absence de grossesse, la contraception obligatoire. Et donc, la question qui se pose dans leur anticipation, dans leur vie à venir, c'est de se dire « mais je n'avais pas du tout prévu d'envisager de faire un enfant aussitôt, et maintenant, cette possibilité thérapeutique à venir m'oblige à réfléchir avec mon conjoint à cet enfant, et peut-être, et comment, et dans quelles conditions, et toutes les questions qu'a ébauché Grégoire tout à l'heure arrivent du conseil génétique qui serait fait dans cette option. Donc vous voyez que cette annonce d'information, cette possibilité d'essai, je dirais quels que soient les âges, va déclencher un certain nombre de questions. Je vais décliner comme ça quelques situations, ça permet, je pense, qu'on discute entre nous et de témoigner des choses. L'élément évident, c'est que certaines des personnes étaient déjà dans le processus d'avoir voulu savoir qu'elles étaient porteuses ou pas. Certaines se savaient porteuses et attendaient qu'on leur propose un protocole d'espoir thérapeutique.
clairement, envoyant des mails, demandant des informations, lisant la presse. Quand ce protocole arrive, quand on en discute, avant que tout se passe devant les instances, bien sûr, ça a été un processus long, ce sont des personnes qui étaient en contact avec moi. Au moment où le protocole arrive, certaines d'entre elles l'ont dit, maintenant c'est impossible, je ne peux pas faire ce protocole. C'est pour moi inadmissible de penser que je pourrais être sous placebo, même si la probabilité n'est que d'un quart, même si je comprends bien le rationnel. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réalisé que le protocole allait leur faire anticiper une médecine rude, une médecine d'aller dans les hôpitaux, de faire tous ces examens, alors que leur souhait, en fait, c'est de vivre aussi normalement que possible le temps qu'il leur reste, puisque ce temps qui reste, il est extrêmement borné pour eux. Je pense que, bien sûr, ça va de soi, mais c'est des gens avec lesquels je reste évidemment en contact, qu'évidemment, ces gens peuvent revenir sur leur position, mais le temps d'un protocole, le temps est passé. Là. Il y a des gens qui vont s'engager dans le conseil génétique pour savoir s'ils sont porteurs d'anomalies génétiques, tout en disant « je ne ferai pas le protocole, même si je suis porteur », pour les mêmes raisons, ajoutant par exemple, je sais déjà que j'ai perdu pratiquement 15 années de ma vie à m'occuper de mon parent malade. Si je suis porteur, il est hors de question qu'on s'occupe de moi sur le plan médical. On verra après. Et puis, il y a l'option inverse, de vouloir s'engager absolument pour une autre raison, qui est une raison pour la famille, pour le conjoint, pour les enfants, en se sachant porteur, mais également en prenant cette cause des autres. Et l'autre notion, ce sont les gens qui n'ont pas voulu, ne veulent toujours pas, bien sûr, savoir s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique, mais qui s'engagent dans le protocole avec des raisons que je vous souligne ici par ces 3 exemples. Ils ont choisi de faire des enfants sans connaître leur statut, mais ils veulent absolument, ils savent bien que quand les enfants sont plus grands, ils vont leur parler de cette maladie, ils vont leur dire qu'ils n'ont pas fait cette démarche, mais ils veulent pouvoir leur dire « j'ai quand même fait le protocole, je me suis engagé dans cet essai pour faire quelque chose », et pour eux c'est important. D'autres exemples, ce sont ceux qui s'engagent dans un protocole en sorte de mémoire de fidélité aux parents malades qu'ils ont vus mourir de cette maladie, en étant convaincus que si ça avait été leurs parents, ils l'auraient fait. Et puis il y a les altruistes, il y a ceux qui disent de toute façon, tout ce qu'on sait actuellement, on le sait parce que certains se sont engagés, l'ont fait, je veux faire de même. Une petite notion sur la notion de fratrie, parce que cette notion me semble tout à fait particulière. Il y a des fratries qui sont des blocs. On passe notre temps à dire vous êtes des individus, vous décidez pour vous-même. On a des fratries qui ont été solidaires dans l'accord et d'autres qui ont été solidaires également dans le refus. Il y a ceux, ça c'est bien connu quand même, qui savent qu'ils ne sont pas porteurs et qui donc se sortent une responsabilité pour essayer de faire en sorte que leurs parents soient au moins dans le protocole ou bénéficient ultérieurement d'un traitement. Et puis il y a ceux qui vont savoir leur statut, ils sont porteurs, vont s'engager dans le protocole, et leur question, c'est se protéger, et le reste de la famille, le reste de la fratrie, qu'elle se débrouille en quelque sorte. Et là, ils ont un dilemme, soit je leur dis tout, soit je ne dis rien. C'était une de tes diapos tout à l'heure. Et en fait, le protocole, il permet une situation un peu intermédiaire. C'est-à-dire, je fais le protocole, mais je ne dis pas que je suis porteur ou non porteur. Alors, il y a un autre élément qu'il faut souligner, ce sont des gens jeunes, en activité professionnelle, qui ont souvent, pour certains d'entre eux, des enfants encore très jeunes au domicile, et qui sont des gens qui ont un travail. Il y a toutes les contraintes,
Il y a le fait qu'on ne doit pas dire, évidemment, dans son entourage professionnel, ce qui se passe, ce qu'on fait. Il y a le fait d'avoir à expliquer à des enfants jeunes quelle est cette particularité. Pourquoi une infirmière vient à domicile une fois par mois et reste 2 ou 3 heures. Et donc, il faut à un moment faire une sorte de lien avec la maladie qu'a eu papy, mamie, que tu n'as pas beaucoup connu, ou à la fin de sa vie, qu'il y a un lien entre tout ça. Et puis, je n'avais absolument pas anticipé cela au début, les réactions tout à fait paradoxales de certains conjoints dont on a besoin comme partenaires d'études dans le protocole, qui se sont opposés fermement, anticipant en quelque sorte qu'ils allaient être dans un rôle qui serait probablement celui qu'ils auraient à mener dans les années suivantes. Et évidemment, le refus du conjoint à être partenaire d'études est un moment particulièrement douloureux. Parfois, c'est l'opposition de toute la famille qui ne veut pas revivre tout ce cauchemar, toute cette maladie, et bien sûr, tous les refus inhérents aux effets indésirables, aux méfiances de ces traitements expérimentaux. Ce que je voudrais souligner pour terminer, c'est que c'est, à mon sens, un essai particulier où on est déjà au 5e amendement depuis le début. On a obtenu d'augmenter la durée de l'essai, on a ajouté une imagerie de taux à l'essai, on sait qu'on va avoir de nouveaux dosages, et ces moments de consentement, ces moments où on explique pourquoi on en est, c'est-à-dire qui sont issus des résultats parallèles d'autres études, on les partage vraiment avec ces gens, qui sont des gens très informés, qui sont de véritables partenaires de la recherche, avec des échanges réguliers. Et je pense que c'est même des échanges qu'on a dans ces familles sur 2 générations. Et on sait que cet essai, on va être amené à l'ouvrir à d'autres volontaires et à d'autres molécules en 2017. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'on a une activité, on est avec une actualité qu'on délivre à des gens qui a besoin d'être très actualisée, que clairement, un traitement préventif, c'est très distinct de la décision de savoir, pas savoir son statut génétique. Et l'engagement dans un protocole comme ça, c'est évidemment, vous l'avez, je pense, perçu, bien lié à bien des conséquences. Et de notre part, bien sûr, c'est un accompagnement sur le temps long avec ces gens et ces familles. Je vous remercie. Merci Didier. Alors, on avait pris un peu de retard, mais les orateurs de cette table ronde, je crois, ont tenu leur temps. Donc, on a le temps pour des questions. Madame Régnier, j'espère que vous nous entendez toujours. Oui, oui. Bon, c'est parfait. Donc, la parole est à la salle. Voilà, il y a une question. Béatrice. Bon, je vais me déplacer. Merci, Fausto. C'est une question. Alors, Arnaud Lablanche-Chardière, je suis médecin interniste infectiologue. Je ne suis pas spécialiste des maladies neurodégénératives. Mais le thème de cette table ronde était savoir trop tôt avec un point d'interrogation. Et l'interrogation semble disparaître progressivement en vous écoutant. J'aurais une question ou une remarque critique sur les propos qui ont été tenus, finalement allant dans le même sens, à la fois par Vincent Lasayette et par Grégoire Moutel. À vous écouter, la révélation du diagnostic précoce d'une maladie d'Alzheimer débutante est un secret qui n'a pas lieu d'être, et c'est une vérité maturante qui peut aider à l'autonomisation de la personne comme dans d'autres pathologies. Alors, je partage ce point de vue pour toutes les autres pathologies, mais j'ai beaucoup de réserves sur celle-ci. En fait,
quand on a été confronté, moi je l'ai été sur le plan personnel, à des maladies graves comme le cancer ou une séropositivité VIH, on voit bien que la personne à laquelle on apporte ce diagnostic ne peut s'en saisir pleinement que dans deux circonstances qui me semblent absentes dans la maladie d'Alzheimer. Les deux circonstances, c'est soit la combativité dans l'alliance thérapeutique, soit l'aménagement de la fin de vie. J'ai vu en particulier des patients séropositifs auxquels j'ai dû faire cette annonce diagnostique dans les années à la fin des années 80, à la prison de la Santé à Paris. Nous n'avions à l'époque aucun moyen thérapeutique actif en dehors de l'AZT qui entraînait des résistances très rapides. Et ces patients entraient immédiatement dans une sorte de situation de deuil personnel dont ils ne sortaient pas. On leur devait néanmoins cette vérité qu'on leur imposait parce qu'il fallait qu'ils cessent d'être contagieux en ayant des rapports sexuels protégés. Mais ils ont vécu, et puis y compris des patients qui n'étaient pas incarcérés, dans une situation de mort prématurée dont ils n'ont jamais pu se défaire. Après, une psychologue de Cochin avec laquelle Didier Sicard travaillait a même fini par faire un article retentissant au début des trithérapies en disant il faut faire le deuil du deuil. Le deuil du deuil. Donc, et moi, je suis encore des patients séropositifs aujourd'hui, 20 ans après les débuts thérapeutiques, qui n'ont toujours pas fait le deuil du deuil et qui sont toujours dans une situation de repli social, d'abandon professionnel dont ils n'ont jamais pu se défaire. Tout à l'heure, Isabelle Régnier disait qu'une mauvaise nouvelle ou un mauvais contexte, ça n'a pas été repris, mais ça me semble intéressant, quand on disait à une personne âgée qu'elle risquait d'être moins performante qu'une personne jeune, elle se mettait en situation de stress qui réduisait ses capacités cognitives. On a tous éprouvé à un moment ou à un autre une situation de stress qui réduisait considérablement nos possibilités cognitives et par là même sociales. Donc moi, il me semble que dire à une personne de 50 ans qu'elle présente que ces discrets troubles mnésiques peuvent, sur des tests diagnostiques, les fameux comment dirais-je, marqueurs, biomarqueurs, qui d'ailleurs ont des défauts de spécificité, entrer dans une maladie d'Alzheimer avec laquelle ils vont devoir composer pendant 20 ou 30 ans, contre lesquels il n'y a pas de moyens thérapeutiques aujourd'hui, et qui annoncent, qui risquent en plus de les aggraver sur le plan cognitif et sur le plan social, ça ne me semble pas une bonne idée aussi évidente que vous l'avez dit les uns et les autres. Il me semble que là, il faudrait introduire des nuances, imposer, ou donner des éléments diagnostiques en plus un peu incertains, sans que la personne soit à la fin de vie qu'elle va aménager ou dans une situation de combativité thérapeutique, ça me semble extraordinairement discutable. La modernité, à mon avis, là, connaît des limites. Et quand on a éprouvé auprès de ses patients ou dans sa vie personnelle des annonces diagnostiques aussi lourdes et sans aucun élément de réflexion, de combativité ultérieure, ça me semble avoir le point d'interrogation de la table ronde mériterait d'être restauré. Simplement, je peux vous parler en tant que clinicien voyant de ces patients-là, qui est indépendamment de mon exposé aujourd'hui. Je pense que tout est dans la manière dont on élabore ce qui est dit à la personne. Je pense que Vincent, qui doit être là, en fait, ne dit pas maladie d'Alzheimer, point barre. On peut faire partager. Non, je pense que c'est important. De toute façon, quand on fait du liquide céphalorachidien à un patient, quand on s'engage avec lui à faire une ponction lombaire, on lui dit bien pourquoi. Donc il y a un moment, on va rendre les résultats d'un examen biologique que l'on fait. Et donc on peut, en tout cas je parle de moi en tant que clinicien, on peut expliquer ce qui se passe, y compris nos incertitudes, parce qu'on n'est pas toujours dans la situation prototypique des 3 biomarqueurs, etc. Donc, on parle aux gens. Et je pense que ce que vous avez évoqué, et on voyait bien la révolte que cela peut supposer, ce serait une absence de dialogue avec cette personne. Parce que cette personne, si elle a vu le médecin, c'est qu'elle se plaint de quelque chose. Si on a fait des examens biologiques, c'est qu'on a déjà fait une information. Et si on rend des résultats qui sont des indicateurs, pensez à ce qu'était la situation il y a une année, on disait « oui, ça ressemble, ça pourrait être une sorte d'Alzheimer ». Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens, avec leurs troubles débutants, étaient plus confortables ? Je pense que,
pour ma part, qu'il est mieux de leur faire partager nos incertitudes ou les données plutôt que de laisser planer un doute très sans borne, sans éléments. Je vous réponds comme je le pratique en tout cas. D'abord, je voulais vous remercier parce que tout à l'heure, à la pause, Jean-Marc Bellette m'a dit Grégoire, j'espère que tu seras toujours aussi provocateur pour que la salle se réveille. Parce qu'un espace de réflexion éthique, c'est quand même les échanges qu'on a là ensemble. Et que vous nous interpelliez comme ça, débat, je trouve ça salutaire. Parce que dans le débat qu'on a là, je pense que dans la salle, on serait assez en difficulté de déterminer ce qu'on pourrait appeler une vérité. On peut toujours penser avoir sa propre vérité. Et quand on est face à nos patients, et je suis comme vous quand je suis face aux miens, effectivement, je peux partager certaines de vos interrogations. Si on est un débat un peu plus démocratique et un peu plus dans ce qui se fait dans l'éthique aujourd'hui, la question c'est finalement qui décide. J'ai toujours peur, moi, de ce débat, vous savez, récurrent dans l'éthique sur la vérité aux patients. Et je reviens quand même à un historique où pendant très longtemps, on dira jamais la vérité aux gens parce que vous comprenez, il faut les protéger. Mais au nom de quelle valeur a-t-on le droit de décider de protéger une personne quand on ne connaît pas, je veux dire, les infimes parties de sa vie intime? Moi, je me sentirais, là, en tant que clinicien, à même de peut-être prétendre protéger une personne si réellement j'avais la connaissance de tout son volet affectif, familial, professionnel. Or, ça, je ne l'ai jamais. Moi, je n'ai pas la prétention de l'avoir. Donc ça, c'est un premier point. Et puis quand même, moi, je le respecte, le droit de ne pas savoir. Je ne voudrais pas que vous sortiez de cette séance en disant que j'ai mis de côté le droit de ne pas savoir. J'ai dit qu'il ne faudrait pas que ce soit le paradigme qui, historiquement, a été posé par des bioéthiciens nord-américains, par Bartha Knuppers en particulier au Québec, qui a dit le droit de ne pas savoir, c'est un droit absolu de la personne qui doit être le droit premier. Et à l'époque, quand elle l'a posé, c'était bien parce qu'il y avait tous les débats sur la stigmatisation, le fait que je ne voulais pas savoir et que si je ne savais pas, du coup, je n'avais pas besoin de dire à la société quel était mon statut, donc je me protégeais. Bon, il y avait toute cette logique. Et tout ce que je me suis permis de dire, c'est que ça, c'était en mouvement. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ça a changé et que les seuls propos que je me suis permis de rapporter, c'est ceux d'études. Voilà, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai décidé de faire une éthique appliquée fondée sur des études. Elles peuvent être discutées, discutables, les résultats peuvent être faux, comme toute recherche qui se veut un peu fragile dans les sciences humaines. Mais il n'empêche, elle nous interpelle. Voilà. Elle nous interpelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui disent « je veux savoir ». Et tenons en compte, voyons comment on fait dans nos pratiques, mais qui bien malin me permettra de dire que vous et moi avez raison. Je voulais juste intervenir pour dire, donc Emmanuel Hirsch, d'abord on a eu le droit ce matin à une présentation remarquable à la fois de l'éthique et de ses apories. On a été balancé finalement entre le recours à une institutionnalisation de l'éthique, à des procédures, à des protocoles qui sont totalement hors sol, qui ne correspondent plus à la réalité de terrain. Et avec les interventions maintenant, et notamment celle de Didier Hannequin, alors je ne parle pas de la tienne, Grégoire Moutel, parce qu'elle est extrêmement élaborée, mais je parle par rapport à la situation de terrain qu'a évoqué Didier Hannequin. Pour moi, c'est ça l'éthique. C'est d'abord des situations singulières qui doivent être pensées, vécues dans une relation singulière qui se construit. Ce dont Didier Hannequin nous a parlé et qu'on entend nous depuis des années quand on va auprès de personnes qui sont vraiment impliquées dans le domaine, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, c'est que l'éthique, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des comités. C'est une manière de vivre ensemble des situations qui échappent à nos concepts a priori. Même la question du savoir, une personne qui a eu un proche, tout à l'heure tu évoquais cette personne qui s'est occupée pendant 15 ans d'un parent atteint de la maladie d'Alzheimer, elle n'a pas besoin de savoir, elle sait déjà. Elle a besoin de savoir comment se situer, quel type d'accompagnement. Donc la vraie question, ce n'est pas une question d'ailleurs que médicale, c'est une question sociétale. Quand dans la partie initiale, on nous a parlé des représentations, il est vrai que les représentations péjoratives, par exemple, d'une maladie qui impacte les capacités relationnelles et la pensée, dans une société qui privilégie un certain nombre de modèles, sont de plus en plus insupportables et invivables. Donc, ce n'est pas le savoir, c'est les conséquences d'un savoir qui sont à prendre en considération. Mais moi, je dis, et c'est une évidence, la maladie, elle s'annonce avant même qu'on nous la confirme ou qu'on l'infirme. C'est un point à prendre en compte. Et je trouve que le modèle SIDA est un modèle assez extraordinaire. On ne va pas faire d'épistologie maintenant, je réponds très rapidement.
Mais pour avoir accompagné les années SIDA, la revendication des associations, c'était de savoir. Rappelez-vous du slogan d'ACT UP, le silence tue. Et l'accès au savoir, c'était aussi l'accès à la responsabilité. Et je trouve qu'hier, quand Léo est intervenu, il a bien posé la question, ce n'est pas savoir aujourd'hui, c'est les conséquences et l'accompagnement de ces savoirs. Et comment on intègre aussi au savoir cette dimension d'incertitude. Mais elle n'est pas nouvelle, puisque dans tout ce qui est expérimental, quand on fait un essai, si on était sûr, s'il y avait des connaissances avérées, on ne ferait pas d'essai. Donc la vraie question pour moi, pour aller vraiment au fond de ma réflexion, c'est comment mettre à bas les prétendus comités d'éthique, les prétendues compétences en éthique, qu'on mette ça une fois pour tous de côté. Au mieux, ils nous apportent une espèce de caution moralisatrice dans une société qui est soi-disant amorale. Bref, ils apportent une espèce de caution qui est totalement dépassée aujourd'hui. Et la vraie question, c'est comment trouver des instances, et aujourd'hui, un forum peut aussi induire ce type de démarche, où les gens se mettent autour de la table sans a priori, sans certitude absolue, en regardant, comme tu le fais avec talent, effectivement, la littérature, mais surtout en pensant avec beaucoup d'humilité que c'est des situations de plus en plus compliquées, humainement de plus en plus difficiles à assumer, qu'il faut pourtant à un moment donné prendre en compte, mais dans la singularité d'une relation. Et je termine pour dire la chose suivante. Alors, je dis de manière bavarde, parce que chaque fois que je dis ça, je suis tenté d'aller dans des développements. Le concept de consentement, je donne juste un exemple par rapport à ce qu'a dit avec brio Christine Dosquet. Aujourd'hui, en matière d'Alzheimer, on ne parle plus de consentement, on parle d'assentiment. Dans la déclaration d'Helsinki, dernière version, on parle d'assentiment et on prend en compte les personnes vulnérables qui ne sont plus en capacité de consentir. Donc déjà, il faudrait aborder toutes ces questions d'une manière nouvelle, d'une certaine façon. Donc je termine pour dire que moi, ce qui m'impressionne et ce qui me rassure en tant que citoyen, parce que moi, je ne suis pas médecin, c'est que chaque fois que je vais sur le terrain, je vois l'immense distance qu'il y a entre la qualité de la réflexion, et je ne dirais pas de la réflexion éthique, de la réflexion au sens propre de professionnel, du raisonnement des professionnels, et la distance de plus en plus flagrante avec des instances à prétendu éthique. Je ne mets pas en question quelque instance que ce soit, mais j'en pense à certaines qui sont complètement décalées de la réalité. Et donc je dirais peut-être qu'un des messages que je retiens, alors je le dis par rapport à cet espace éthique, mais on le vit aussi à l'espace éthique Île-de-France, c'est qu'il faut maintenant se mettre autour de la table et réinventer. Et pas réinventer à partir des grandes théories, mais réinventer à partir des pratiques. Et se dire, par exemple, il y a un défi aujourd'hui à ce que des praticiens, d'une manière collégiale, en intégrant parfaitement les personnes malades qui sont beaucoup plus en capacité d'assumer leurs responsabilités et de penser qu'on ne le pense, se trouvent autour d'une table pour inventer ensemble autre chose. Je ne sais pas si j'ai été très clair par rapport à ça. Retenez uniquement le message. Ça fait 20 ans que je suis investi dans le domaine de l'éthique et je trouve que l'éthique devient de plus en plus scandaleuse quand elle est institutionnelle, quand elle est aussi, j'allais dire, quel est le terme qu'on peut employer? Systématique. C'est-à-dire, on a des gens qui posent des certitudes. Là, à minima, il faut de l'humilité, de l'écoute, de la capacité de compréhension et de savoir que ce qu'on va privilégier, c'est le moindre mal dans des situations qui sont des catastrophes. Alors, à vouloir faire de l'éthique, on crée des situations de telle tension pour que les professionnels, que soit ils versent dans l'espèce de juridisation des pratiques et deviennent indifférents et donc ils sont dans les procédures et dans les protocoles, soit ils ne font plus rien. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. C'était le cri du cœur de cet après-midi pour dire, enfin de cette fin de matinée, pour dire qu'aujourd'hui la réflexion éthique est une réflexion politique. On a des personnes qui sont vulnérables et les personnes vulnérables, je termine sur ce point, ce n'est pas uniquement les personnes malades, ce n'est pas uniquement les familles, les professionnels sont de plus en plus en situation de vulnérabilité puisqu'ils ne sont plus en capacité d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de personnes qui ont besoin de temps, de disponibilité, ils ont les compétences. Donc vraiment le débat est un débat politique et encore une fois, ce n'est pas qu'un débat de médecins, ce n'est pas un débat uniquement de compétences de sciences humaines et sociales, c'est un débat de la cité. Comment permettre aujourd'hui à des personnes qui vont développer ces maladies de vivre en société? La réponse, elle n'est pas uniquement dans le cabinet médical, quelles que soient les compétences que vous développez. Voilà, je l'ai dit un petit peu spontanément. La prochaine fois qu'on m'invitera, je le développerai mieux. Merci. Madame Régnier n'est pas physiquement avec nous, mais je pense que vous êtes présente. Oui, mais oui. Par contre, est-ce que vous avez un problème? J'entends très très mal ce qui est dit. Non, bien comprendre qu'il y avait un débat passionnant, mais j'entends une phrase sur 10, donc c'est compliqué. Il y avait une discussion sur la problématique de l'annonce et de la nécessité ou pas
de dévoiler un diagnostic et dans quelles circonstances? Est-ce que sur cet aspect, vous auriez une remarque ou une position Excusez-moi, je C'est n'entends pas. sur Ça la- vient du micro, oui. en fait. J'entends le son de la salle, mais... Ah, vous entendez le micro? Pardon? Oui. Bon, je pense qu'il y a des difficultés de communication qui sont... Je viens poser une question Bon, à Isabelle. il y a une autre question dans la salle, alors. Oui. Je veux bien poser une question à Isabelle. C'est Francis, Isabelle, tu m'entends? Oui, Ah, bah voilà. Je voulais te poser une question. J'ai trouvé ton exposé. là, je n'entends plus. Ah là là. Là, je fais ce que je peux, mais là, tu m'entends? Oui. Bon, j'ai trouvé ton exposé, bien sûr, très intéressant. Bon, un peu provocateur, ce qui est... Alors, attends. Là, je n'entends plus. Mais c'est normal, je parle. Ça vient. Voilà. Voilà, je parle devant le micro de l'ordinateur. En principe, Merci. ça doit être bien. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Je suis désolée. Il faut les deux. Bon. Je ne sais pas si je vais réussir à rentrer en contact avec toi. Je commence à en douter. Ça va, Isabelle? Tu m'entends? Oui. Voilà. Oui, Donc, oui. non, ma question, c'était autour de ce que tu as présenté, ces stéréotypes dans des conditions expérimentales où tu manipules le poids du stéréotype. Est-ce que tu as eu des discussions avec des neuropsychologues donc, qui pratiquent la neuropsychologie dans les consultations mémoire, etc. Est-ce que tu as pu échanger avec eux sur ce résultat expérimental? Est-ce que tu as des témoignages de discussions avec les neuropsychologues de terrain, j'ai envie de dire? Oui, absolument. J'en ai plusieurs à Marseille parce que, comme tu le sais, nous avons un projet en commun qui, j'espère, sera bientôt financé justement pour faire toutes ces études-là en clinique. Et justement, nous avons réussi à nouer de belles collaborations avec l'équipe de neuropsychologues à Marseille, à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et en effet, ils sont très intéressés par ce genre d'études parce que justement, ils suivent des cohortes de patients qui sont à différents stades de la maladie d'Alzheimer, dont des MCI, bien évidemment, ce dont on parlait tout à l'heure. Et justement, la neuropsychologue me disait que dans le suivi longitudinal qu'elle a avec ses cohortes de volontaires, j'insiste, de volontaires, en effet, il y a des changements au niveau de la performance sur la batterie des tests. C'est-à-dire que le déclin n'est pas forcément continu, c'est même plutôt des résultats en dents de scie, avec parfois des améliorations de score qui n'étaient pas du tout anticipées, parfois des chutes, etc. Donc, elle se disait que, en effet, tout ceci pouvait avoir des liens avec parfois la façon dont elle présentait les tests, qu'elle n'était pas uniforme dans tout cela, et que dans la pratique donc de tests neuropsychologiques de ces personnes, eh bien, les effets contextuels de ces passations pouvaient avoir quelque chose à voir sur le résultat au test de ces personnes. Et donc, le stéréotype du vieillissement, dont on sait qu'il est facilement activable dans ces situations-là, pouvait potentiellement contribuer à expliquer ces résultats. Maintenant, tout cela ce n'est qu'à l'étape d'intuition et il nous faut maintenant aller expérimentalement sur le terrain en clinique avec une condition contrôle et une condition expérimentale pour tester tout ça, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, là, avec la discussion avec les neuropsychologues, c'est quelque chose qui semble pertinent. Merci beaucoup pour ton témoignage malgré les difficultés techniques. Je suis désolée. Merci, Francis. Je voulais juste faire une remarque. Alors, vous remercier tous les quatre pour vos interventions. Je trouvais absolument remarquables. Je voulais souligner en particulier effectivement les témoignages qu'a rapporté Didier Hannequin, qui sont chacun extrêmement forts, mais en particulier par l'exemplarité des questions et leur singularité. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter sur chacun des témoignages, mais cette personne qui dit finalement maintenant je veux savoir parce que je ne voudrais pas être dans le bras placebo,
comme psychiatre, on aurait envie de dire que ça ressemble un peu à une dénégation, et puis que derrière cette réponse explicite, il y a un certain nombre de niveaux implicites, où c'est cette famille pour laquelle ça engendre des questionnements par rapport à la descendance, et à la façon de penser l'avenir de la famille, etc. Je trouve qu'on retrouve à travers ces témoignages la tension qu'il y a entre un savoir collectif et l'appropriation du savoir singulière. Et hier, ça a été évoqué également, comment chemine-t-on vers une médecine personnalisée, ou au contraire, est-ce que nous sommes dans une recherche qui enferme dans des savoirs collectifs? Et c'est un peu une des questions que je me posais. C'est en écoutant ton témoignage, Didier, moi j'avais l'impression qu'on avait le témoignage d'une relation particulière, intense, avec ces personnes qui sont des sujets d'une recherche. Et j'ai l'impression que ces personnes, à travers la recherche, finalement retrouvent des liens, une inscription dans une communauté avec des médecins, avec des chercheurs, avec des personnes qui les accompagnent dans ces différentes dimensions, ce qui d'ailleurs a des conséquences sur l'inscription aussi dans une généalogie, c'est-à-dire que même se mettre à penser aux générations d'avant et aux générations d'après. Et je me demandais si ça posait pas cette question de la distinction dont vous avez parlé ce matin de la recherche et du soin. Et moi, je me demandais si il ne faudrait pas penser une recherche personnalisée. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'exemple que tu nous apportes, c'est pas celui non pas d'une confusion, mais d'un engagement du chercheur, y compris dans les conséquences de cette information pour chacune des personnes? C'est une question. Hein. Non, mais je pense que oui. Je pense que c'est pour ça que je m'occupe de cette affaire. Mais parce qu'aussi, en tant que travaillant dans le domaine, ça devenait très difficile de ne rendre que des diagnostics. C'est-à-dire, on a identifié la 185e mutation, la 186e, etc. Il y a un moment où on est en relation avec des gens, des familles, et qui demandent des choses. La difficulté, je pense, actuellement, c'est que j'ai parlé des 40, que je connais très bien, de ces familles, je connais bien, mais il y a des familles qui n'ont pas ce type d'information. C'est-à-dire que la grande difficulté, c'est l'inégalité importante, parce qu'il y a différents filtres. Et même si on se déplace en France, même si on va voir les gens, etc., cette notion est très, très importante. Et comment dire ce qui va se passer dans un an et demi, tout ce que la recherche fait comme progrès très rapide globalement. Et donc, la qualité de l'information, elle est très, très disparate. Et ça, je pense que c'est un vrai, vrai souci. C'est-à-dire que je n'arrive pas à résoudre, même si on a mis un site Internet sur lequel vous pouvez aller voir, relire toutes les informations précises dans ce domaine-là. Il n'empêche que toutes les familles, actuellement, je peux le dire clairement, ne sont pas égales quant à l'information qu'elles reçoivent, sur les choix qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est une vraie question organisationnelle, en quelque sorte. Oui, Jean-Marc, si je peux compléter, dans l'étude européenne, là où on a rencontré 250 familles concernées par la neuroleucodystrophie, en fait, on a posé explicitement des questions qui permettaient d'explorer ce sujet-là du distinguo soins et recherche, mais la réponse, tu l'as dit dans tes propos, puis beaucoup de gens dans la salle pourraient dire, c'est que le distinguo n'a plus lieu d'être. Je pense qu'il faut le dire, et que c'est effectivement une éthique de la relation à réinventer. Emmanuel l'a dit, quelque chose qui est en co-création et en remise en question par rapport à des standards qui étaient un distinguo strict soins-recherche. Alors, il y a encore peut-être des domaines de la médecine où ce distinguo est clair, mais là, dans ce dont on parle, je pense que tout est intimement intriqué. Et vu que de temps en temps, je suis un garçon de détail, on a par exemple beaucoup interrogé les gens sur l'accès à leur dossier.
eh ben, les gens ont tous considéré que le dossier recherche et dossier soins étaient le même. Et quand on interroge les cliniciens-chercheurs, ils vous disent qu'aujourd'hui, effectivement, le dossier soins et recherche, c'est la même chose. Donc, toute cette question de la quête d'information, à mon avis, doit être globalisée. Et si on y rajoute cette question très démocratique de je veux participer ou je ne veux pas participer en tant qu'acteur de la recherche, ce n'est pas la question mais désormais. C'est je veux participer ou ne pas participer en tant qu'acteur d'une situation de vulnérabilité qui est la mienne ou celle de ma famille et que je veux faire reconnaître par le collectif avec des valeurs qui doivent être portées. Donc tout ça, ça sort dans les études. Et je trouve que c'est intéressant que d'ailleurs, dans une séance qui était déterminée sur la recherche, on arrive à dire des choses comme ça. Parce que ça rattrape tous ces états de fragilité de notre société. Si on dit que globalement c'est un sujet démocratique du soin, moi ça me va mieux qu'on dise que c'est une problématique d'éthique de la recherche. Merci. Oui. Dominique. Encore une... Oui. Moi, encore une fois, je ne suis pas neurologue, je suis gastroentérologue, et je participe au dépistage et à la surveillance de maladies de transmission génétique également, et je fais des parallèles entre ce que j'ai entendu et ce que je vis au quotidien. Il m'arrive d'annoncer des maladies cancéreuses, et il me semble que le dénominateur commun de cette discussion aujourd'hui, c'est l'accompagnement de ces familles, de ces patients, par le clinicien et le chercheur que nous sommes. Et il me semble qu'effectivement, la recherche dans ce cadre-là, c'est une recherche qui a un rôle de soignant, enfin qui est associée au rôle de soignant. Les gens qui viennent nous voir pour un test diagnostique, bien souvent, cette discussion en famille, ils l'ont eu avant. Il y a eu un long débat qui s'est institué entre eux pour savoir. Et lorsqu'ils viennent nous voir, déjà leur idée est faite. Ils viennent peaufiner un peu la stratégie, mais bien souvent, ils ont leur idée. Et dès lors, il me semble que notre rôle principal est de les accompagner dans leur cheminement, dans leur quête de savoir, jusqu'où veulent-ils aller dans la connaissance, et ne pas se limiter effectivement à une réponse binaire, vous voulez savoir, vous ne voulez pas savoir. Il y a tout l'accompagnement qui suit, qui est obligatoire, et qui doit se porter longtemps après au niveau de la recherche, car les découvertes génétiques, les séquençages, tout ça, c'est quelque chose qui évolue. Il y a des mutations qui ne sont pas connues actuellement, mais qui vont apparaître et qui vont être révélées dans les années suivantes. Donc il y a tout un processus, je dirais, longitudinal après, de suivi, de prise en charge de ces patients. Donc pour moi, le dénominateur commun que j'entends dans la discussion de ce matin, c'est la recherche, l'importance de cette recherche, et l'accompagnement associé des patients, des familles qui viennent nous porter leur confiance. Oui, juste pour essayer de répondre à ce problème toujours soins, recherche, information des patients, etc. Malgré tout, je continue à penser qu'il est très clair, mais très clair surtout dans la tête des médecins, qu'il est très important de savoir si on est purement dans une démarche de soins ou si on est dans une démarche de recherche, parce qu'en pratique, c'est quand même pas exactement la même chose. Par ailleurs, comme d'habitude, il n'y a, à mon avis, pas de règle générale pour l'éthique de la recherche et pour la recherche clinique. Il n'y a qu'une règle générale, c'est de toujours réfléchir et d'être bienfaisant vis-à-vis des personnes. C'est la seule règle générale que je connaisse. Et par ailleurs, malgré tout, justement, chaque situation est particulière, donc il faut réfléchir à chaque fois dans la situation particulière, et il me semble que des situations vous avez parlé tous les deux de familles leucodystrophiques et de familles dans lesquelles on connaît un gène avec des gens porteurs, pas porteurs, qui savent qu'ils vont être malades à 48 ans, ce qui est quand même pas forcément facile à se représenter dans la vie. Ça n'est pas la même chose que même des situations de maladies sporadiques d'Alzheimer dans lesquelles on va essayer de faire des recherches qui peuvent être des recherches en sciences humaines et sociales, des recherches purement en santé, etc. Mais en tout cas, je pense définitivement qu'il n'y a pas de règle générale, il n'y a qu'une règle, c'est de réfléchir à chaque fois.
Merci. Et on va s'arrêter là. Merci pour ce mot de la fin. Et je remercie tous les intervenants. Madame Régnier, nous vous remercions d'avoir fait l'effort d'intervenir depuis Marseille. Et, merci à vous. Voilà. Et donc, rendez-vous cet après-midi à 14h. Alors, vous allez avoir une instruction topographique sur le lieu de la restauration